Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire qui s'intitule L'emploi dans les territoires, quels défis pour les élus locaux? Je suis Christophe Rochard, chargé de mission emploi à Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. Je suis aujourd'hui accompagné de mon collègue Vincent Terny qui est chargé de mission inclusion numérique et qui sera à la technique et à l'animation du chat. Avant de démarrer, je voulais vous dire deux mots sur Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Il s'agit du centre de ressources sur le développement territorial. Nous sommes constitués en groupement d'intérêt public État-Conseil régional et le centre de ressources PQNA œuvre depuis près de 25 ans dans l'accompagnement des territoires, des territoires dans le déploiement des différentes politiques publiques, en particulier en direction des territoires vulnérables et notamment dans les quartiers de la politique de la ville. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui et de vous proposer ce temps d'échange. Parmi les participants qui sont aujourd'hui, nous avons à la fois des élus, anciens ou nouveaux, en charge de l'emploi, de l'insertion, du développement économique, ou sur des délégations en lien avec l'emploi, mais aussi des agents et des professionnels en charge de l'emploi et évidemment intéressés par ce sujet. Alors, quels sont les objectifs de ce webinaire? À l'issue de ce webinaire, on aimerait bien que vous soyez encore mieux sensibilisés au contexte des politiques publiques et aux enjeux de l'emploi dans les territoires. Que vous ayez entendu, reçu quelques messages clés de la part des intervenants sur le rôle et la posture des élus notamment. Et enfin, que nous ayons partagé ensemble des pratiques inspirantes et des ressources utiles pour l'exercice du mandat qui s'ouvre. Finalement, on cherche à Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine modestement à contribuer à une montée en compétences et en connaissance des acteurs sur les questions d'emploi dans le cadre du nouveau mandat qui vient de démarrer au printemps 2026. Pour atteindre ces objectifs aujourd'hui, nous aurons le plaisir de converser avec trois intervenants que je vous présente maintenant. Bernard Garrigou, vous êtes président de la communauté de communes Jalles-Aubourdes et par ailleurs maire de Canéjan, commune de 6 000 habitants située en Gironde. Bonjour Monsieur Garrigou. Bonjour à tous. René Zaros, vous êtes vice-président délégué au développement territorial à Val-de-Garonne Agglomération, par ailleurs maire de Varès, commune de 700 habitants, dans le Lot-et-Garonne. Bonjour Monsieur Zaros. Bonjour à toutes et à tous. Et enfin, Jérôme Dormois, vous êtes directeur de projet à Alliance Ville-Emploi, et vous jouerez aujourd'hui le rôle de discutant expert. Bonjour Jérôme. Bonjour à toutes et à tous, et je suis désolé, je suis le seul qui n'a pas l'accent du territoire. Je ne suis malheureusement pas un néo-aquitain. Je vous précise que vos questions, commentaires, témoignages et partages de ressources sont les bienvenus dans le chat, dans ce qu'on appelle la conversation. Donc, vous pourrez évidemment intervenir tout au long de ce webinaire et puis dans la mesure du possible, j'essaierai de prendre en compte vos commentaires. Et je vous précise enfin que ce webinaire est enregistré. Donc, vos micros vont être fermés pour assurer la qualité technique et sonore de l'enregistrement. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h30 et sans plus attendre, nous allons démarrer. Et je vais commencer avec vous, Jérôme. Avant de vous poser la première question, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots Alliance Ville-Emploi? Donc, je représente une association nationale qui, depuis maintenant un peu plus d'une trentaine d'années, est une association d'élus de collectivités locales qui ont tous dans leur portefeuille les sujets d'emploi, d'insertion et de développement économique. Et à ce titre, principalement, on est la tête de réseau de leurs outils qu'ils ont pu déployer, mettre en place, donc des PLI, des plans locaux pour l'insertion et l'emploi, les maisons de l'emploi, qui, elles, datent plutôt des années 2000, alors que les PLI ont plutôt été créés autour des années 90, et puis des facilitateurs de la clause sociale et de plus en plus de l'achat socialement responsable, donc ces professionnels qui interviennent en intermédiation entre les acheteurs et les entreprises attributaires pour réaliser les aspects sociaux sur ce sujet. Et donc, qui adhère à Alliance Ville-Emploi? Alors, historiquement, c'était des communes. Aujourd'hui, sont de plus en plus des EPCI, des regroupements de ces communes, depuis des
petites communautés de communes de tous les territoires, puisque nous couvrons à la fois le territoire métropolitain, mais aussi les DOM, dans l'océan Indien et sur la partie Antilles-Guyane. Il n'y a que la partie Pacifique qui n'est pas couverte par les mêmes organisations sur les sujets d'emploi et d'achat responsable, sur lesquels nous n'avons pas d'adhérents, mais donc toutes les formes de PCI qui peuvent exister, de collectivités, qui vont depuis la communauté de communes, comme d'agglo, pays, jusqu'aux métropoles, et puis de plus en plus de conseils départementaux qui nous rejoignent, mais spécifiquement sur les sujets d'achat socialement responsable. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Pour démarrer, on sait que le millefeuille administratif français est quand même a ses particularités et ça se constate particulièrement dans le domaine de l'emploi. Donc, Jérôme, est-ce que vous pourriez nous rappeler en quelques minutes comment se répartissent les compétences de l'emploi entre l'État et les collectivités locales? Alors, c'est exact que c'est un sujet qui est relativement large parce que le sujet de l'emploi, de l'insertion, du développement économique, qui sont tous liés et interconnectés les uns avec les autres, se répartissent entre à la fois l'État, dans un État français jacobin sur lequel l'État, à la fois dans sa dimension nationale et dans ses représentations locales, conserve à sa main de nombreux leviers sur ces sujets, mais ensuite avec une répartition et donc les compétences qui sont liées à chacun d'entre eux dans le cadre des lois de décentralisation, de manière assez rapide, les conseils régionaux sur une mission plus autour de la formation et la formation professionnelle, et puis un accompagnement notamment des jeunes sur les sujets de l'insertion. Les conseils départementaux, et on le sait, on l'entend quand même très fortement ces derniers mois avec la loi sur le plein emploi qui a pu sortir avec les sujets majoritairement à destination des bénéficiaires du RSA, puisque les conseils départementaux ont cette fonction autour de l'insertion, et donc la compétence sur le sujet. Les collectivités n'ont pas de spécificité particulière par rapport à ça, mais dans les compétences générales qu'elles peuvent avoir, elles ont toute une série de leviers qui leur permettent d'œuvrer sur l'emploi, sur le développement de celui-ci, sur la prise en charge de ses habitants, sur le développement économique, sur le lien avec les entreprises, leur installation, leur vie, leur développement le plus harmonieux possible en termes d'activité, parce qu'on sait que quand elles se développent, elles vont recruter, elles vont prendre les compétences, et notamment les plus proches d'entre elles en termes de fonctionnement. Et puis là-dessus, je pense que les élus, quand elles font leur rencontre avec les habitants, que ce soit lors de leur permanence ou quand elles y sont sur leur territoire, dans les sujets tous les habitants régulièrement des transports, de la sécurité, du logement, mais le sujet de l'emploi est un des sujets qui arrive quand même très régulièrement sur lequel les élus sont interrogés, et donc il est important qu'ils puissent connaître ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent faire, et ce sur quoi ils peuvent s'appuyer pour répondre au mieux aux attentes de leurs citoyens. Donc, ce que vous dites, c'est que toutes les institutions publiques, État et différents niveaux de collectivités locales ont un rôle à jouer, ont une compétence ou des compétences directes ou indirectes en matière d'emploi, ce qui annonce la couleur. On va arriver dans quelque chose qui est relativement complexe. Deuxième question, Jérôme, qu'est-ce qui a changé ces dernières années en matière de politique publique de l'emploi et qui impacte les modes de faire, notamment pour les élus locaux? Je vais le dire autrement, la place des collectivités a-t-elle évolué sur cette dernière période? Et qu'est-ce que ça change pour les élus et les techniciens qui nous écoutent? Alors, il y a tous les élus qui déjà ont des outils sur le territoire, qui peuvent être, j'en ai parlé, des plis, des maisons de l'emploi, bien évidemment les missions locales, qui sont aussi fort anciennes, et qui couvrent l'ensemble du territoire national dans ce cadre-là, souvent présidées par des élus locaux, mais aussi la capacité de pouvoir œuvrer sur l'achat public, et donc la capacité à pouvoir, dans ce cadre-là, permettre que cet achat vienne impacter, alors de plus en plus les sujets environnementaux, mais aussi les sujets sociaux, il ne faut pas les oublier dans ce cadre-là. Et puis la loi sur le plein emploi a redéfini la capacité à avoir des instances, depuis les comités locaux pour l'emploi, les comités départementaux et régionaux, comités sur lesquels la présidence est assurée à la fois par des représentations de l'État, préfecture de département et préfecture de région, représentant du préfet sur les comités locaux, mais qui est coprésidé par les élus de proximité.
Donc, les communes, les communautés de communes ou les com d'agglo dans les comités locaux, et notamment une coprésidence au niveau du département par le conseil départemental et au niveau du conseil régional, bien évidemment, le président du conseil régional. Dans ce cadre-là, les élus ont toute capacité à l'intérieur de ces comités de pouvoir réfléchir et partager avec l'ensemble des opérateurs le déploiement de programmes d'action réfléchis conjointement en s'appuyant sur les compétences de tout un chacun, sur lequel la collectivité pourra mettre ses propres moyens à disposition et en lien avec le déploiement de cette activité, mais aussi s'assurer que l'ensemble de l'écosystème œuvre bien aux besoins et aux spécificités de son territoire. Donc, ça veut dire, à vous entendre, qu'au fil des années, et notamment de ces dernières années, les acteurs locaux, EPCI, communes, PETR ou autres formes de groupement, ont la possibilité, la capacité, l'opportunité de se saisir de plus d'outils, de plus d'espace de dialogue et de construction pour porter les problématiques locales et donner leur avis, et même plus que ça, impulser des actions au regard du diagnostic qu'ils doivent poser. En tout cas, si on prend sa place pleine et entière à l'intérieur de ces comités, si on pousse à la réflexion, à ce qu'on souhaite voir se développer en termes de réflexion à l'intérieur de ces comités, on peut penser qu'on peut développer et agir réellement à faire en sorte qu'on puisse coordonner l'ensemble de ces opérateurs, que ce soit les opérateurs d'État, les opérateurs locaux, à mieux œuvrer et à se coordonner ensemble au bénéfice de l'ensemble du territoire, à la fois du côté de la demande d'emploi, mais aussi des opérateurs économiques du territoire, pour s'assurer qu'on leur apporte une offre de service la plus complète et la plus pertinente possible. Il y a des endroits sur lesquels potentiellement les opérateurs de l'État, les services déconcentrés de l'État, ou France Travail, pour avoir tendance à essayer de pousser sur des actions ou sur des opérations que eux-mêmes portent, alors qu'on pourrait penser que dans ce cadre-là, la collectivité pourrait pousser à porter les actions qu'elle souhaite. Je vais maintenant donner la parole à nos deux témoins élus et je vais commencer par Monsieur Zaros. Est-ce que vous pourriez vous présenter et vous présenter quel est votre parcours d'élu finalement? Comment vous en êtes arrivé à être aux responsabilités politiques sur des questions d'économie, d'emploi et de formation? Oui, effectivement, bon, je suis élu depuis 2020 dans une petite commune qui s'appelle Varès, vous l'avez rappelé tout à l'heure. C'est une petite commune de 700 âmes. Mais bon, j'ai été élu donc sur le dernier mandat vice-président de Val-de-Garonne Agglomération, chargé du développement économique, d'emploi et de la formation. Alors pourquoi? Parce que certainement j'avais quelques efficiences, quelques expériences en la matière, puisque j'étais directeur général d'une chambre consulaire qui est les chambres de métier, et donc notamment plus orienté vers l'apprentissage et la formation alternée. Voilà, donc je poursuis en ce moment un deuxième mandat d'élu, toujours en qualité de maire et de vice-président de Val-de-Garonne Agglomération, chargé de développement territorial. Alors, développement territorial englobe aussi l'agriculture, hein, voilà. Donc, c'est tout le monde économique et l'emploi et la formation m'est attribué aussi, ainsi que l'attractivité, puisque l'attractivité c'est un peu transversal, quoi, en fait, voilà. Donc, c'est un gros mandat, oui, effectivement, et un mandat très intéressant. Si Monsieur Zaros, en tout cas, à vous entendre, on voit que vous avez un portefeuille bien garni Oui. avec un chapeau qui est le développement territorial et dans lesquels on trouve les compétences du développement économique, de l'emploi et de la formation. Même question pour Bernard Garrigou. En quelques mots, racontez-nous un petit peu votre parcours d'élu, comment vous en êtes arrivé à avoir des responsabilités en matière de développement économique et d'emploi. Mon chapeau ressemble à celui de mon collègue. Et je suis maire depuis quelques années. J'ai terminé mon 4e mandat il n'y a pas très longtemps et vice-président au développement économique et à l'emploi depuis tout ce temps-là, et président donc, d'un comité de commune de Chavebourg, au sud de l'agglomération bordelaise, depuis
depuis quelques semaines. J'ai gardé toujours l'action économique et l'emploi, pour lequel j'ai quelques intérêts, et des intérêts professionnels aussi, parce que je dirigeais jusqu'à peu de temps encore un groupe de formation professionnelle. Donc, c'est ce centre d'intérêt qui font que je reste toujours très attentif à ce qui se passe sur le territoire. Je préside un PLI, un plan local pour l'insertion pour l'emploi, qui regroupe les communes de Pessas, Sexas et Cadignan, et le réseau régional des PLI qui s'appelle Aliena. Monsieur Dormois a peut-être entendu parler de cela aussi, engagé ensemble. Voilà, donc un chapeau bien rempli aussi. Merci, Monsieur Garrigou, mais je vais rester avec vous. Question suivante. Comment vous envisagez votre rôle d'élu d'aider égal emploi et comment vous définiriez votre posture d'élu sur cette thématique, en quelques mots? Alors, le nouveau mandat ne va pas apporter d'éléments nouveaux. Je suis plutôt dans une continuité d'engagement, continuité de faire aussi, parce que les dispositifs que l'on initie demandent du temps. Si ce soit la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, ça demande du temps. Je veille à travailler au quotidien avec les services emploi parce qu'ils sont des ressources essentielles et ils sont toujours de bons conseils, de bonnes initiatives pour animer le territoire. Et j'essaye d'être un animateur du marché du travail, du côté de l'offre, du côté de la demande et dans le lien entre l'offre et la demande aussi, dans une perspective de facilitation et de médiation. Et sur la posture, ce qui me paraît essentiel, parce que nous sommes dans un champ politique également, c'est d'arriver à dépasser les frontières administratives et les sensibilités politiques pour se retrouver sur des gouvernances et des priorités d'emploi également. Donc, je reste dans une approche très dans la continuité et très pragmatique également. Merci, Monsieur Garrigou. J'ai retenu un mot parmi tous ceux que vous avez employés, c'est la fonction d'animateur. Ouais. Et cette notion de temporalité, vous êtes élu depuis un certain temps, mais vous vous inscrivez votre action dans la durée. Monsieur Zaros, même question. Oui, oui, alors le rôle d'animateur, je crois que c'est essentiel, comme l'a expliqué mon collègue. Alors, c'est vrai que lorsque je suis arrivé à Val-de-Garonne Agglomération, j'ai essayé de faire comprendre à l'ensemble des collègues que nous avions une mission, nous les élus, d'être un petit peu leader en matière pilote, entre guillemets, en matière d'emploi et de formation, parce qu'effectivement, c'est avec un champ très large et une vision très large de l'emploi et de la formation, hein, et pas forcément du court terme, et de faire que nous devenions un peu pilotes avec la coopération très fine avec les acteurs locaux de l'emploi au plan local, mais le maire ou l'élu ou les élus, quels qu'ils soient, sont en contact au quotidien avec les familles, les entreprises, etc. Et je ne vois pas qui pourrait, plus qu'eux, s'engager sur ces notions-là qui sont importantes pour l'avenir de nos territoires. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire partager ça avec mes collègues et effectivement, je pense que nous avons réussi un petit peu à être ce pilote effectivement sur le plan territorial. Merci, Monsieur Zaros. Alors, si j'avais un mot à retenir sur la posture, c'est le terme de pilote, qui en dit long sur la manière dont vous envisagez l'exercice du mandat. Je vais poursuivre avec vous, Monsieur Zaros. Oui. On va passer à la gouvernance et à cet écosystème, on ne l'a pas encore dit, mais qui est quand même très, très dense. Beaucoup d'acteurs, beaucoup d'opérateurs, beaucoup d'institutions compétentes. Comment, vous, en tant qu'élu, vous avez trouvé votre place dans cet écosystème et cette gouvernance? Il y a plusieurs questions, hein. Comment on crée du lien avec tous ces partenaires publics et privés? Et puis, quels sont les espaces de dialogue que vous investissez, que vous animez, les espaces de dialogue stratégique où on va parler des orientations politiques? Oui, nous avons essayé effectivement d'associer tous les partenaires, effectivement, de l'emploi et de la formation. C'est la première chose, hein, et le mot essentiel que nous prononcions, c'était le mot coopération, coopérer avec l'ensemble des acteurs locaux.
Alors effectivement, il faut essayer de les réunir, discuter, réfléchir et proposer aussi. Et faire valoir le fait que notre ambition est de faire, au profit de la cohésion sociale et au profit de la richesse économique locale, que nous sommes un acteur peut-être essentiel, hein, pour la réussite globale. Et donc, nous avons réussi effectivement à faire que chacun des acteurs, avec ses compétences, comprenne un petit peu ce sujet, et ce qui nous a permis de mettre des outils effectivement assez performants en route et qui permettent effectivement aujourd'hui d'avoir cette reconnaissance en matière de pilotage un petit peu d'emploi-formation sur le territoire. Et donc c'est un travail un peu de longue haleine, certes, hein, mais ça a pris 2 ou 3 ans. Mais aujourd'hui, nous en tirons effectivement les profits. Est-ce que vous pouvez nous citer un peu les espaces, les comités de dialogue et de coopération qui sont stratégiques dans votre territoire? Voilà, donc c'est pas très souvent qu'on trouve effectivement à la tête d'un comité local école-entreprise, par exemple, pour réunir le monde, faire que le monde économique et le monde de l'éducation nationale travaillent ensemble, effectivement, et de travailler avec une efficacité reconnue de tous. Je pense qu'effectivement, le fait que Val-de-Garonne Agglomération a pris le leadership, hein, et a constitué ce comité local école-entreprise, c'est un signal fort déjà, parce que je crois, et je sais à peu près qu'effectivement nous sommes très très peu en Aquitaine à avoir été à la création d'une telle démarche. Et il a fallu effectivement identifier des personnes qui avaient des rôles de leader, aussi bien au niveau des entreprises et au niveau de l'éducation nationale. Nous avons trouvé les bons leaders et nous avons effectivement pu travailler sous forme de groupe, effectivement, sur les qualités de stage, l'information, l'orientation, etc., pour que, effectivement, nous ayons une efficience reconnue lors des stages de 4e, 5e ou autres, et que ce ne soit pas des stages pour des stages où on va chez la tante ou l'oncle, mais simplement qu'on aille dans des entreprises avec une préparation de ce qui doit être fait au profit de notre jeunesse. Vous avez parlé du comité local école-entreprise. Un mot sur le CLPE. Vous m'avez également parlé, Oui, quand on a préparé cet entretien, oui. de la relation aux entreprises avec les clubs d'entreprise. Alors effectivement, bon, là sur le comité local pour l'emploi, c'est un peu plus récent que il y a quelques années, mais nous avons travaillé bien sûr avec les services de l'État, les services France Travail, et là aussi nous avons je pense que quand on nous a appelés à travailler, déjà on avait une reconnaissance au plan local de l'efficience que l'on pouvait amener dans cette démarche-là. Et donc, effectivement, ça nous permet de définir des stratégies en matière de formation emploi, de coordonner, effectivement, et nous sommes, bien sûr, à la gouvernance aussi de cette institution. Alors aujourd'hui, on construit, hein, on construit des outils là aussi. On travaille avec des entreprises du secteur, parmi les plus importantes. On a constitué une task force sur le plan local. On essaie de travailler aujourd'hui, puisque tout le monde sait aujourd'hui que le recrutement est une difficulté auprès de toutes les entreprises, quelles qu'elles soient et quelle que soit leur thématique. Et là où nous travaillons aussi avec les directeurs de ressources humaines, nous essayons de trouver la meilleure méthode de recrutement en sachant la difficulté que cela représente. Voilà, donc c'est quelques opérations que nous menons. Et la reconnaissance que nous avons eue, c'était des petits pas. Vous savez, on organise souvent des job dating, des cafés de l'emploi, etc. Notre légitimité, on la tient aussi de toutes les petites actions que nous faisons au quotidien et qui percutent au fur et à mesure, effectivement,
euh, les, les, enfin, c'est une communication globale qui, effectivement, est aussi une reconnaissance de ce que nous faisons, quoi. Merci, Monsieur Zaros. Bernard Garrigou, même question sur votre place dans la gouvernance et dans cet écosystème. Comment, comment vous vous positionnez dans cet écosystème et racontez-nous un peu votre regard et votre expérience. Vous dites, et on dit souvent qu'il y a beaucoup d'acteurs, en imaginant qu'il y en a peut-être trop. Moi, je dirais que c'est une chance d'avoir beaucoup d'acteurs aussi, parce que ça veut dire qu'on couvre plusieurs besoins par rapport aux attentes que les élus peuvent avoir. Ça, c'est un premier point. Et je crois que ce qui peut être retenu, c'est qu'il faut que nous soyons présents et impliqués là où nous sommes réglementairement attendus. On a cité les missions locales, c'est les élus qui président les missions locales. On a évoqué les plis, c'est les élus qui président la gouvernance. Et là, c'est des leviers qui ne sont pas récents dans l'histoire de l'emploi, mais qui sont très opérationnels et qui peuvent être menacés à certains moments selon des affectations budgétaires qui viennent ou qui ne viennent pas. Après, dans ces écosystèmes, il faut trouver sa place et on le trouve en étant co-animateur ou co-organisateur de différentes manifestations. Ça peut être des forums des métiers, ça peut être des soirées entreprises, ça peut être des semaines sur le handicap, ça peut être tout un tas d'initiatives repérées à travers les contacts avec ces nombreux acteurs. C'est les clubs d'entreprise. On a pour notre part 5 clubs d'entreprise où nous sommes régulièrement invités à prendre la parole, à donner nos avis, nos orientations. Donc ça, c'est essentiel. Sur le CLPE, j'ai un regard un peu distant et un peu critique entre guillemets pour ne pas être associé à la gouvernance qui a été installée, puisqu'il y avait six EPCI, il y en a que 4 qui sont rentrés dans la gouvernance, donc il y a 2 EPCI qui sont sur le pas de la porte, mais ça se passe bien dans l'aspect à France Travail, qui est le partenaire qui fait vivre ce dispositif-là, mais d'un point de vue institutionnel, sur le choix du périmètre et sur le fait d'être associé à la gouvernance, il y a quand même quelques écarts par rapport à ce qui me paraît encore souhaitable. Voilà ce que je pourrais dire rapidement sur ce volet-là. Je vous relance tous les deux sur la relation aux entreprises. On l'a un petit peu évoqué, mais comment concrètement, en tant que maire et président ou vice-président d'Interco, comment vous dialoguez avec les entreprises de manière très concrète? Vous les rencontrez où? Vous allez j'imagine, à leurs instances, à leur assemblée générale, mais de manière plus continue. Concrètement, comment vous faites pour être en prise directe avec les acteurs économiques, acteurs essentiels du sujet qui nous réunit aujourd'hui? Monsieur Garrigou, pour démarrer. Nous sommes dans l'écoute, hein, dans l'accompagnement. On est sur le volet du développement économique. Donc là, régulièrement, on peut être sollicité sur une installation, sur une évolution, sur un permis de construire, sur une aide au recrutement. On a une palette possible de rapprochement qui est très large. Et je crois qu'à partir du moment où on est référencé sur un territoire attractif, on n'a pas trop de peine à être associé. Quand je dis nous, c'est les élus, mais encore une fois, c'est les services qui travaillent avec nous, c'est les organisations qui travaillent avec nous, comme la mission locale et les plis. Monsieur Zaros, même question? Oui, alors pour travailler avec les entreprises et bien les connaître, il faut aussi, enfin, nous avons plusieurs techniques, entre guillemets. Nous, le maître mot, c'est la coopération. Donc, en fait, on essaie de travailler avec tous les groupements. On a la chance en Lot-et-Garonne, effectivement, et donc sur Val-de-Garonne agglomération, d'avoir des groupements à l'esport, dans les métiers de l'alimentation, du bois, du métal, etc. Donc, on les côtoient au sein des groupements qu'ils composent eux-mêmes. Ensuite, on a 12 zones d'activité sur Val-de-Garonne agglomération et sur chacune des zones, et c'est là effectivement qu'on trouve les entreprises, hein, nous travaillons sur des réunions de sites. Des réunions de sites, c'est-à-dire qu'en fait, on leur demande au quotidien de quoi vous avez besoin
Comment vous voyez, bon, l'économie, bien sûr, comment vous voyez le recrutement? Quelles difficultés avez-vous rencontrées? Quels sont vos soucis aujourd'hui? Est-ce que l'IA vous fait peur? Est-ce que, est-ce que vous avez des soucis en termes de fiscalité, de commercialisation, etc. Et nous organisons des sessions de formation, etc. pour répondre. Mais je crois qu'en fait, la reconnaissance essentielle du tissu local ici, c'est effectivement le fait qu'on ait mené une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences auprès de toutes les entreprises. Et on leur a demandé quels sont vos besoins. Comment voyez-vous l'avenir pour... Voilà. Donc, en fait, prendre en compte leurs difficultés, leurs souhaits, eh bien, c'est déjà mettre en place les actions une fois qu'on a décelé effectivement les besoins essentiels et prioritaires qui nous sont attribués. C'est là que la reconnaissance de l'élu est importante. C'est-à-dire si vous faites simplement une démarche de collecte des besoins et que derrière vous n'êtes pas actif, c'est clair, vous n'avez plus la crédibilité. Voilà. Et ils ont bien vu effectivement que dans les aspects, les éléments essentiels qui nous revenaient, notamment en matière de formation, parlons de la formation, mais pas que, eh bien, ils nous ont dit, mais nous, on a besoin de bras sur la chaudronnerie, sur la soudure, etc. Et derrière, on a mis en place des formations sur ces principes-là, et ça marche fort bien depuis plusieurs années. Et cette reconnaissance-là, et aujourd'hui, on ajoute des formations supplémentaires parce qu'ils nous ont indiqué d'autres aspects. Et je crois que c'est cette reconnaissance qui nous permet d'être légitimes sur un territoire. Merci, Monsieur Zaros. Donc, j'entends un dialogue quasi continu avec les entreprises sur le territoire et une légitimité acquise au fil du temps, mais aussi par le fait que vous n'êtes pas que dans le dialogue, vous êtes aussi dans l'action. Que le diagnostic, c'est bien, mais vous donnez suite de manière opérationnelle. Je me tourne vers Jérôme Lormois pour enchaîner. Quels sont aujourd'hui les leviers pour les collectivités pour agir et quelles sont les marges de manœuvre des élus locaux? Je pense qu'on vient d'avoir deux exemples inspirants en face de nous, puisqu'on a vu que le champ de la couverture qui était posé, je vais plutôt reprendre ce qui a été présenté parce qu'il me semble que c'est assez global. D'abord, de manière compréhensible, le lien avec les entreprises, c'est comprendre leurs besoins, les aider à s'installer, les aider à se développer, les aider à trouver des compétences, les aider à trouver des réponses de proximité qui vont correspondre à leurs attentes. C'est de pouvoir être livré en temps et en heure, d'avoir un circuit qui permette à leurs salariés d'arriver dans de bonnes conditions, d'avoir des proximités pour qu'ils puissent manger sur place, trouver un moyen de s'organiser, potentiellement se loger quand ils se déploient et ainsi de suite en termes de fonctionnement. Mais c'est aussi comprendre les métiers de ces entreprises-là. Là-dessus, on l'a entendu, que ce soit depuis les élèves au niveau scolaire, leur permettre de découvrir les métiers, la réalité des métiers de proximité assez régulièrement. Si on fait le tour et qu'on va regarder, qu'on interroge les gens, tout le monde connaît 20, 30, 40, 50 métiers maximum, mais ne connaît pas la réalité de l'activité au sein des entreprises. Et c'est parce qu'on va faire rencontrer le monde économique, mais aussi les élèves, mais aussi les personnes en insertion, les personnes éloignées de l'emploi, qu'on va permettre de déployer une réponse pertinente. L'offre de formation, on l'a entendu aussi, je pense que là-dessus, alors quand on dit on a développé des actions de formation, je me permets, mais il me semble que c'est plutôt par l'installation d'organismes de formation que vous avez dû faire venir, plutôt que de déployer des actions directement en les payant en termes de collectivité, puisque vous n'avez pas de mission spécifique sur le sujet. Mais en tout cas, c'est d'essayer de s'assurer que l'offre de formation de proximité, qu'elle soit par l'apprentissage financé par la région, elle soit territorialisée en lien avec le tissu économique local, parce que de temps en temps, les cartes de formation ne sont pas à l'aune de la réalité du tissu économique de proximité en termes d'organisation, et c'est de temps en temps parce que l'organisme est installé là, que l'action là est ici, mais c'est pas forcément en proximité de ceux qui veulent faire la formation et des entreprises qui ont besoin des formations.
Et aujourd'hui, on sait que tout ne se règle pas en formation initiale et qu'il faut pouvoir proposer aux gens, d'abord parce que les parcours ne vont pas être linéaires, même des vieux machins comme moi, on a sauté d'un poste à l'autre, et on a besoin dans ce cadre-là de pouvoir se former, se qualifier, s'adapter. Tout à l'heure, l'un d'entre vous parlait aussi de l'IA, une future révolution qui arrive, et on va avoir besoin de s'adapter sur ces sujets. Et là-dessus, il va falloir pouvoir rapprocher l'offre de formation des entreprises et des personnes qui travaillent dans l'entreprise pour qualifier les besoins dans ce cadre-là. Je pense aussi que c'est plein d'endroits sur lesquels les élus peuvent occuper le terrain. Et occuper le terrain, quand je dis ça, c'est pas juste être présent, c'est de porter la voix de leur collectivité au sein d'instances sur lesquelles d'autres entités nationales arrivent avec leurs injonctions nationales, régionales, locales, et sur lesquelles on va pouvoir jouer à l'adaptation de ces outils ou de ces besoins qui sont déclinés de différents endroits pour le mettre à l'aune des besoins et des spécificités de son territoire. Et je trouve que les deux exemples qui nous ont été donnés, à partir d'un diagnostic local, on nous a parlé de GPTEC, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur un territoire, écouter les besoins des entreprises et ensuite voir les différents outils, leviers sur lesquels on peut se poser. La collectivité ne va pas pouvoir tout faire, c'est pas elle qui va porter les organismes de formation, c'est pas elle qui va décider pour France Travail ou ainsi de suite, mais elle peut pousser à orienter, à faire jouer là-dessus l'ensemble des acteurs dans les directions sur lesquelles ils ont les informations, parce que les élus sont les sachants du territoire. C'est eux qui, depuis des années, sillonnent dans tous les sens leur territoire et connaissent les besoins et les attentes de celui-ci. Et c'est là qu'on a besoin de les écouter pour voir comment adapter les outils qui arrivent d'autres endroits en termes d'organisation. Et c'est comment on pèse sur l'organisation par rapport à ça et de gérer ce que j'appelle le tissu interstitiel. C'est-à-dire que quand il manque quelque chose entre deux endroits, les élus, ils ont souvent la capacité à trouver le petit truc qui va permettre de former la jonction, le lien, l'organisation entre eux pour faire en sorte qu'un truc qui peut paraître pas adapté puisse se connecter avec d'autres pour pouvoir se faire, que ce soit en termes de formation, de qualification, d'organisation, de déploiement, d'anticipation des besoins et d'adaptation perpétuelle de celui-ci aux attentes de son territoire. Merci Jérôme. Mais la transition est toute trouvée pour la question suivante. Messieurs les élus, je vais vous redonner la parole pour que vous nous partagiez chacun un, deux ou trois projets emblématiques de ce que vous avez pu initier, accompagner dans votre territoire et que vous avez d'ailleurs pour certaines actions commencé déjà à évoquer. Je vais commencer par Bernard Garrigou. Est-ce que vous pouvez nous parler d'actions que vous jugez tout à fait intéressantes, utiles, pertinentes pour votre territoire et que vous avez initié ou accompagné? Ou si je puis me permettre, celle que vous rêveriez de porter et de développer sur votre territoire à l'avenir, à partir d'un dernier point que vous avez. Très bien, merci pour cela et pour l'appréciation de sachant. Je suis un sachant qui apprend tous les jours. Donc, chaque entreprise a sa spécificité, chaque entreprise a ses besoins aussi. L'emploi reste quand même la finalité, que ce soit en termes d'accès à l'emploi, de maintien dans l'emploi, de retour dans l'emploi. On n'a pas nécessairement les mêmes actions et les mêmes acteurs. C'est là où nous sommes un peu les couturiers du territoire, pour reprendre l'image de M. Normois également. Alors, c'est difficile quand on a beaucoup d'actions d'en isoler une. Je ne reprendrai pas parce qu'on le fait aussi le dossier de la GPECT. On a posé un constat de 4 ou 5 filières qui avaient les mêmes besoins de mobilité, les mêmes contraintes de mobilité, qui avaient les mêmes besoins de recrutement aussi, et on déroule là, sur un temps long que j'évoquais tout à l'heure, en parlant de continuité, un plan d'action qui passe par différentes initiatives. J'aurais pu, M. Dormand, mais il est plus sachant que moi, parler de la clause sociale, parce que c'est un vrai levier qui est à la main des politiques, de la commande publique qui est la nôtre, à travers les marchés publics dans lesquels on peut demander à réserver un certain nombre d'heures. Et je vois sur une année, par exemple, à travers le réseau régional que je préside des DEPI, c'est 2 millions d'heures closées. Ça fait l'équivalent de 1000 équivalents temps plein. Donc,
c'est du lourd. C'est du lourd en termes d'emploi quand on fédère toutes ces initiatives-là et quand on s'intéresse au marché public. Je laisse M. Dormois aller un petit peu plus loin sur cette initiative-là. Et parce qu'il faut s'intéresser à tous les publics, j'avais envie d'évoquer aussi la semaine européenne pour les personnes handicapées, parce elle se fait en lien avec des groupes, avec des entreprises, elle se fait en lien à travers des dispositifs qu'on appelle le DOD, qui sont des dispositifs de tutorat. Et là, on a une attention particulière qui est très fédératrice et pour laquelle on dépasse le cadre territorial qui est celui de la communauté de communes. La posture qui est la nôtre, c'est aussi d'aller chercher le voisin qui, lui, sait mieux que nous ou peut évoquer une bonne pratique. Donc voilà, cette semaine européenne pour le personnel, personnes handicapées, avec la GPEC, la communauté sociale, c'est des initiatives qui, en complément d'autres, comme les jobs en entreprise, me semblent assez significatives. Merci, Monsieur Garrigou. Monsieur Zaros, parlez-nous des actions que vous avez envie de nous partager aujourd'hui et qui illustrent votre vision et vos modes de faire sur le Marmandais. Oui, alors avant de faire les actions, je crois qu'il est important, et c'est le travail que nous avons fait, de connaître son territoire en matière d'emploi et de formation, et aussi les faiblesses, puisqu'il faut les corriger. Et donc la faiblesse de Val-de-Garonne agglomération, elle était très importante sur justement le manque de qualification de nos salariés. Sachez que nous sommes un petit peu en retard de 6 à 8 points par rapport à l'Aquitaine sur la qualification. Euh, nous sommes un peu sous-qualifiés et sous-formés sur notre territoire. Et on a 27% des personnes qui n'ont aucun diplôme sur notre territoire. Donc c'est important, et quand on connaît les faiblesses, il faut essayer de les corriger. Et pour les corriger, on a essayé d'amener des outils tout à l'heure, Monsieur Dormois a parlé des outils de formation. Nous avons confié à l'offre de formation que nous avons sur le territoire, bon, les formations que je disais tout à l'heure, la soudure, chandonnerie, etc. Mais nous avons fait venir le CNAM, le Conservatoire des Arts et Métiers, sur notre territoire. Pourquoi? Parce que il permettait, par la promotion sociale qui est son action de terrain, d'apporter effectivement la possibilité aux salariés qui sont déjà salariés dans les entreprises de monter en compétences à leur rythme, en fait. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ils ont pu amener sur le territoire des formations qui, pour nous, étaient complémentaires et qui permettaient, c'était les trous de la raquette. Et nous avons eu des formations de niveau Bac plus 2, plus 3, des licences pro, voilà, qui ont été créées et que les outils de formation locaux se sont emparés. Donc ça, c'est important. Et après, un petit clin d'œil. Je ne peux pas ne pas le dire. Vous savez que Lot-et-Garonne et Marmande en particulier accueillent le Garo Rock à très bientôt, hein, c'est la fin du mois. Et nous avons eu une initiative un peu particulière. Nous avons créé un village de l'emploi au sein de ce Garo Rock qui accueille 130 000 jeunes, hein, avec effectivement, ce sont les entreprises qui viennent avec nous. C'est-à-dire le lien qu'on a créé avec les entreprises nous permet effectivement de les faire venir sur un endroit festif et de toucher effectivement cette population de jeunes qui sont aussi, malgré le fait qu'ils viennent pour la musique et pour un événement festif, effectivement, ils sont aussi conscients de la problématique de l'emploi. Et je peux vous dire effectivement qu'on a de belles réussites en termes de recrutement de cadres sur cette opération particulière. Voilà, donc vous voyez, bon, c'est un tout, hein, c'est un clin d'œil. Mais ça permet effectivement, je crois que si on n'avait pas ce lien avec les entreprises, ils ne viendraient pas sur un événement tel que le Garo Rock. Merci, Monsieur Zaros. Votre dernier exemple sur Garo Rock montre que finalement, on peut trouver des réponses aux problématiques d'emploi dans plein de domaines, avec plein de vecteurs différents, qui sont des domaines culturels, qui peuvent être des domaines sportifs ou enfin, des événementiels qui, a priori, n'ont rien à voir avec le sujet.
Ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a des outils, il y a des espaces sacralisés. Il faut pousser les portes de France Travail, des missions locales, des collectivités, des opérateurs. Ça peut faire peur à certains. Il y a des espaces plus neutres qui montrent leur efficacité. Jérôme Dormois, un commentaire, une réaction par rapport à ce qui vient de se dire? Alors, je ne peux pas ne pas tomber dans le piège tendu par M. Garrigou sur l'achat responsable, euh, puisque pour le coup, il m'a passé un lien possible sur un de mes sujets de prédilection, qui est effectivement la possibilité aujourd'hui, à la main des collectivités, de pouvoir transformer leurs achats en levier d'échange avec les entreprises et de déploiement de solutions à destination des publics en insertion sur leur territoire, qu'ils soient jeunes, plus âgés, bénéficiaires du RSA ou autres dispositions qui peuvent exister. RQTH aussi, en demandant aux entreprises attributaires de réserver une partie de l'activité qui est déployée dans le cadre de la réponse aux besoins définis par la collectivité, en général de 5 à 10% à des publics, notamment de son territoire, en recherche d'emploi. En pouvant aussi œuvrer sur le sujet à répondre à des besoins de formation, puisque historiquement, on mettait des heures à l'intérieur, des heures de travail. On met de plus en plus d'autres dispositions dans ce cadre-là, sur lequel on va demander à l'entreprise de réserver X centaines ou milliers d'heures. Alors, j'ai entendu tout à l'heure le chiffre de 2 millions d'heures sur le territoire de la métropole bordelaise, qui fait partie La de ces... Nouvelle-Aquitaine. Ouais, l'intercommunalité, hein, Non, non, la Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine. à la Pardon. Nouvelle-Aquitaine au total. Mais Oui, il me semble que Bordeaux doit pas être loin du million tout seul oui, avant oui, 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 d'avoir un 2 millions sur la Nouvelle-Aquitaine, oui. puisqu'il y a quand même une histoire de la mobilisation de l'achat responsable sur le territoire de la métropole, et puis le collectif des 7 plis métropolitains tous ensemble pour œuvrer à la bonne réalisation de cette activité, qui est quand même repérable de manière importante. Avec un vrai sujet par rapport à ça, c'est l'arrivée de la loi climat et résilience au mois d'août Moi prochain, aussi. qui va faire que tous les marchés qui vont dépasser les seuils européens, et notamment les marchés de services et de fournitures, devront avoir une considération sociale. Donc, toutes les collectivités présentes ou représentées aujourd'hui doivent savoir qu'à partir du moment où ils vont acheter plus de 216 000 euros dans le cadre d'une procédure d'achat sur de la fourniture ou des services, ils devront inclure à l'intérieur de leur marché public une considération sociale, qui est un levier qualitatif important. Il ne faut pas le prendre uniquement, comme certaines entreprises pourraient venir vous alerter en disant encore un enquiquinement de plus, et encore, je pense qu'ils utiliseraient un terme plus vert que celui que je viens d'utiliser. En tout cas, encore de la bureaucratie en plus, encore des obligations en plus. Mais ces obligations, on voit qu'assez régulièrement, elles apportent des résultats parce qu'elles font rencontrer des personnes qui ne se seraient pas rencontrées s'il n'y avait pas une obligation de poser dans ce cadre-là. Ce sont des compétences que les facilitateurs apportent et rapprochent des entreprises attributaires de marché. Ça permet aux personnes de découvrir des métiers, de s'assurer d'apprendre les gestes professionnels nécessaires, tout ça dans un moment sur lequel ils vont œuvrer à la réalisation de vraies actions. Ce ne sont pas des stages découvertes, ce ne sont pas des stages occupationnels, ce sont des vraies activités d'emploi à l'intérieur des entreprises et sur lequel ce levier bien utilisé peut permettre de jouer sur plusieurs des cordes dont vous avez parlé tout à l'heure, de rencontres entre des employeurs et des salariés, de découverte de métiers, d'acquisition de compétences, de passage d'une période sur laquelle un accident de la vie, qu'il soit physique ou personnel, peut être récupéré et peut permettre à ces publics de rebasculer sur de l'activité professionnelle. Or, on sait qu'aujourd'hui, l'activité sociale, son intégration dans la société, se fait aussi beaucoup par son activité professionnelle et sa capacité à pouvoir jouer sur un certain nombre d'autres sujets dans ce cadre-là, en termes de fonctionnement. Et donc, j'enjoins tous les élus à aller échanger avec leurs responsables d'achat, avec leurs techniciens sur le territoire, pour aller repérer tous les marchés sur lesquels ils vont pouvoir glisser des éléments qui vont permettre de répondre aux besoins dans ce cadre-là. Vos acheteurs dans les territoires
ont peur aussi de se retrouver avec des marchés infructueux ou des marchés qui vont coûter plus cher ou ainsi de suite. Rassurez-les, il y a plus de choses à gagner au final que de choses à craindre, à la fois avec les entreprises attributaires de marché et avec vos équipes. Et là-dessus, c'est un peu comme tout à l'heure le sujet sur le rock ou sur le sport. Je parlais en aparté parce que je pensais que vous alliez nous emmener sur le tissu du rugby. J'ai été surpris, vous nous avez emmenés sur le rock. Et donc, ce sont des moyens de faire se rencontrer des personnes autour d'autres sujets que celui de l'emploi, de s'apercevoir que le demandeur qu'il a en face, il a des compétences, d'autres savoir-faire, peut-être des passions communes, et que ces échanges-là sont souvent plus fructueux qu'un CV et une lettre de motivation qui vont venir s'entasser et dont on ne sait plus trop quoi faire parce qu'ils sont parfois écrits par des IA et on n'est plus sûr de qui l'a envoyé et dans quelles conditions en termes de fonctionnement. Voilà, Non, je mais m'éloigne peut-être du sujet. non, non, pas du tout, mais ça dit qu'il faut de la proximité et de l'humain, et des vrais contacts humains qui font que l'employeur rencontre un demandeur d'emploi, que le conseiller en insertion est au plus près des actifs pour les accompagner au mieux. Je prends une question dans le chat que je trouve assez intéressante sur le logement. Je vous la partage. Dans le cadre du développement de l'activité économique, quelles sont les initiatives en faveur du logement permettant de faciliter l'accès à des logements à proximité des bassins et des sources d'emploi? Est-ce que vous avez en tête des actions spécifiques en la matière? Ce sujet fait-il l'objet d'un volet particulier à l'ordre du jour des politiques menées par les élus œuvrant dans ce domaine? Donc, question à vous trois. Est-ce que l'un d'entre vous, je m'adresse d'abord à nos deux élus, est-ce que vous avez, comment vous Oui. traitez la question de l'emploi pour faciliter la relation domicile-travail, entre autres? Oui. Qui veut? Monsieur Zaros. Oui, alors c'est un sujet très important. Effectivement, nous y avons réfléchi et nous y travaillons. Donc, je vais vous citer des exemples qui sont faits sur le territoire. Nous avons mené avec des chambres consulaires, hein, nous avons avec un partenariat des chambres consulaires, nous avons créé ce qu'on appelle Apprends-toi. Apprends-toi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le fait de créer des logements dans les centres-bourgs les plus éloignés des centres, des outils de formation, des centres de formation, notamment Agen, Marmande, voilà, qui peut être concerné, et essayer de faire et surtout essayer que le reste à charge pour l'alternant, c'est-à-dire l'apprenti, que le reste à charge soit pas très important. Nous avons réussi effectivement à créer plus d'une quarantaine de logements, ce qu'on appelle les foyers soleil, chez nous, mais ça déborde un petit peu aussi de Val-de-Garonne, l'agglomération, c'est un petit peu sur tout Lot-et-Garonne. Et donc, les apprentis ont un reste à charge de moins de 100 euros en comptant effectivement le loyer qu'ils ont sur le lieu de l'entreprise et le loyer qu'ils ont sur le lieu de l'outil de formation. Ça, c'est une initiative qui a été primée au niveau national. Donc, bon, on en est assez fiers. D'autre part, nous menons avec la mission locale de Marmande, effectivement, le même schéma. La mission locale, c'est à récupérer donc un bâtiment qui était une friche en fait, hein, un bâtiment vacant, et pour y installer effectivement des logements pour les jeunes, aussi bien sur Marmande, sur Tonins, sur Casteljaloux et Miramont de Guyenne. Là aussi, c'est un éclatement sur notre territoire du PETR. C'est un peu plus large que Val-de-Garonne agglomération. Toujours pareil, il va y avoir une quarantaine de logements qui vont être créés parce qu'effectivement, nous avons des soucis, c'est la mobilité qui peut être enrichie ainsi. Voilà, donc ça, c'est notre. En ce moment, c'est les démarches que nous menons. Celle de la mission locale est en cours, hein, et donc, et celle que j'ai appelée Apprends-toi tout à l'heure, elle est déjà existante sur les centres-bourgs. Merci, Monsieur Zaros. Monsieur Garrigou, sur l'emploi, pardon, sur le logement, est-ce que vous avez des problématiques particulières et des modes d'action en réponse? Oui, la question, c'était celle du lien domicile-travail et peut-être
déficit de logement. Mais la vraie question, c'est celle de la mobilité qui vient d'être évoquée aussi. Nous sommes, nous, sur un territoire qui est très attractif et qui est très lié à une activité logistique, donc nécessairement délocalisé par rapport à l'habitat, et on a de gros déficits en termes de mobilité, et on essaye avec les entreprises qui peuvent organiser leur propre ramassage de salariés, de trouver des solutions. Et on est dans un temps où on a posé un diagnostic et on veut élaborer un plan de mobilité simplifié pour trouver, nous, sur les infrastructures, des pistes, des circulations douces, ou avec la SNCF, des arrêts complémentaires. Donc il y a un gros travail, mais qui demandera du temps, mais c'est un temps qu'il faut essayer de maîtriser parce que les besoins sont là. C'est un des principaux freins d'accès à l'emploi, la question de la mobilité. Le logement peut être aussi un frein, mais le logement, il n'est pas que lié à l'emploi, il est lié au fait de vivre sur un territoire. Et on a tous nos obligations, collectivités, à travers les plans locaux de l'habitat qui sont portés par les communautés de communes et qui inscrivent un certain nombre d'obligations de logement. Certains d'entre eux peuvent être occupés par des personnes qui trouveront là l'occasion de se rapprocher des entreprises, mais c'est pas, le logement est au cœur d'un enjeu beaucoup plus large que celui de l'emploi. Merci, Monsieur Garrigou. Monsieur Dormois, sur le logement, quel est votre regard sur problématiques et les réponses qu'on peut apporter? Alors, c'est effectivement là aussi, de nouveau, les différentes réponses qui ont pu être apportées. Il y a aussi des territoires qui, globalement, notamment en tissu un peu plus urbain, quand on a des programmes avec des opérateurs, même privés, qui viennent aménager un territoire, c'est de leur dire, vous construisez 10 logements, je veux en avoir 3 sociaux, vous me proposez tel élément dans ce cadre-là, je vous demande de travailler à une offre qui puisse être différente. Je connais un certain nombre de collectivités, voilà, qui ont à la fois à l'intérieur de leur plan local d'urbanisme, d'aménagement et ainsi de suite, poser un certain nombre de règles pour qu'à chaque fois que ça se développe, il y ait un certain nombre de logements qui puissent être réservés à des personnes en recherche d'emploi ou avec des moyens plus adaptés pour être sûr que l'offre qui arrive permette à un ensemble de publics, quel que soit leur statut et leurs moyens, de trouver des solutions et des réponses dans ce cadre-là. Mais on a attaqué le sujet du logement, mais ce sont aussi tous les sujets des freins d'accès à l'emploi. Il y en a un autre dont on a parlé, c'est celui de la mobilité. Il y a des territoires qui, dans ce cadre-là, font ou accompagnent les jeunes à passer leur permis, trouvent des systèmes avec de la location dite sociale, donc la possibilité de réparer son véhicule ou la possibilité de pouvoir louer des véhicules à mobilité plus facile, que ce soit vélo électrique ou autres modalités qui peuvent permettre à certains de pouvoir se déplacer et de rejoindre des lieux d'activité professionnelle qui ne sont pas toujours accessibles en transport en commun pour une partie d'entre eux, ou qui de temps en temps ne sont pas sur les mêmes horaires que les transports en commun quand ceux-ci existent. Bah, parce qu'il y a des boîtes qui bossent en 3-8, il y a des boîtes qui démarrent très tôt le matin ou qui terminent très tard le soir à des moments sur lesquels il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de réponse. Sans oublier, bien évidemment, pour le public féminin, tous les sujets autour de la garde d'enfants et la capacité à leur offrir le moyen de pouvoir aller en formation ou de pouvoir aller sur d'autres endroits. Je connais quelques territoires, par exemple, qui, par rapport à ça, ont développé des crèches associatives qui vont recevoir des personnes pendant le temps où ils sont en formation ou pendant les temps sur lesquels ils sont en démarrage d'activité professionnelle, qui sont en général des périodes sur lesquelles l'accès à un système de garde plus pérenne leur est moins ouvert parce qu'on demande aux personnes, est-ce que vous travaillez avant de lui donner une place en crèche ou pas? Mais le jour où elle déclenche, pour le coup, une entrée en formation, ça peut avoir lieu dans les 2 mois qui arrivent ou dans le mois qui arrive, où elles viennent de décrocher un contrat, qu'elles ne puissent pas se retrouver tout de suite en difficulté dans ce cadre-là, avec des territoires qui, par exemple, réservent quelques lits, en tout cas quelques berceaux, excusez-moi, à l'intérieur de crèches pour des personnes qui sont en parcours d'insertion et autres sujets là-dessus. Donc, ce sont tous les freins périphériques à l'accès à l'emploi, ou en fonction des dispositions, des besoins, des attentes, les élus peuvent aussi faire attention à ce qu'une part de l'activité puisse être réservée à ces publics en parcours d'insertion quand la demande peut avoir lieu, qui est aussi un moyen de venir compléter le chapitre qui nous a été présenté, que ce soit sur l'accès au logement,
sur l'accès à la formation pour être sûr de pouvoir couvrir l'ensemble des champs et de lever les freins à cette accessibilité ou à cette possibilité dans ce cadre-là. Euh, Là-dessus, enfin, je trouve depuis tout à l'heure qu'on arrive à voir, alors qu'on le disait au démarrage, la compétence emploi n'est pas directement une compétence de la collectivité locale. En tout cas, dans les lois de décentralisation, messieurs, je pense que vous me le compléterez, c'est pas directement celle qui est inscrite en premier dans la compétence de la collectivité locale, que ce soit une ville ou un EPCI en termes de fonctionnement. Par contre, on voit bien les élus locaux ont toute une série de leviers qui leur permettent de faire alors la dentelle dont on a parlé tout à l'heure, d'organiser à la fois les moyens de rencontres, de tisser les tissus cicatriciels territorialement pour permettre de s'assurer de la bonne connexion entre tous les écosystèmes qui peuvent exister et qui peuvent se développer en termes de fonctionnement et que c'est bien par l'usage de tous ces outils que ça fonctionne. Je pense aussi que c'est de faire en sorte qu'à l'intérieur de sa collectivité, tous les services aient en tête les sujets de ce type-là. Puisque si on vient déposer un permis de construire, effectivement, il y a toute une partie administrative, juridique, légale de contrôle dans ce cadre-là. Mais tous les permis qui vont être déposés, c'est de se poser la question, est-ce que je peux agir sur le logement? Est-ce que je peux agir sur l'accessibilité des entreprises? Est-ce que je peux là-dessus aider à aménager une activité? Ah tiens, l'entreprise me demande un permis de construire, c'est qu'elle se développe. Si elle se développe, c'est qu'elle va recruter. Si elle va recruter, je préviens mes collègues d'à côté pour que ça puisse se faire. Puis j'en profite pour lui dire, bah, si tu fais des travaux, mets des clauses à l'intérieur de tes travaux, tu viendras œuvrer à l'insertion des personnes. Et c'est bien parce que tout le monde collectivement a en référence ces différents sujets et ne fonctionne pas en tuyau d'orgue dans sa propre activité de collectivité que derrière, bah, les élus sont informés et que les différents services vont œuvrer collectivement à une réussite qui me semble plus pertinente, complète et associée dans ce cadre-là. Et là-dessus, casser des tuyaux d'orgue, je pense que c'est un sujet perpétuel des élus locaux, c'est de passer leur temps à faire attention que tous les tuyaux se connectent les uns aux autres, plutôt que de continuer à renforcer leur capacité à siffler tout seul de leur côté. Merci Jérôme pour ces différents commentaires. Alors, avant de redonner la parole à nos deux élus témoins, je m'adresse aux élus qui nous écoutent. Et moi, je vous invite à partir de maintenant à prendre la parole, si vous le souhaitez, en levant la main, pour nous faire part de votre expérience, si vous le souhaitez, de vos problématiques, de vos questionnements, de vos partages d'idées, d'expériences. Je vous invite à vous manifester, puis je vous donnerai la parole dans quelques instants. Je retourne vers Monsieur Garrigou. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos défis, de vos priorités pour ce nouveau mandat? À quoi ressemble déjà ce nouveau mandat sur la question de l'emploi? Dans le rôle qui est le mien et la continuité qui est la mienne, c'est de poursuivre ce qui marche bien, de poursuivre ce qui marche bien, de stabiliser ce qui marche bien, de veiller à avoir les ressources pour cela également, donc de lever les freins d'accès à l'emploi dont on a largement débattu. Et puis, si on veut être un territoire d'initiative, de projet, mais aussi de solutions, c'est être à la fois le couturier, le plombier, les tuyaux dont on parlait également, ou peut-être un autre terme, que j'aime bien, celui d'assemblier aussi, parce qu'on assemble un petit peu, on rassemble ce qui est un peu épars, quoi. Donc, d'abord de la continuité, vous qui Oui. démarrez votre 4e mandat, vous avez déjà stabilisé et éprouvé un certain nombre d'outils, de dispositifs qui font leurs preuves au quotidien et donc que vous continuez à activer. Mais est-ce qu'il y a peut-être dans les mois et les années qui viennent, vous parliez d'espace interstitiel tout à l'heure, Jérôme, des petits endroits où il manque, où il y a des petits manques et où les partenaires, avec votre aide, pourraient
engager des mini-actions pour apporter pour boucher les trous dans la raquette, on va dire. Le sujet le plus fédérateur, c'est celui de la mobilité. Trouver des solutions sur la question de la mobilité. Alors, je ne peux pas augurer de ce qu'elles sont, mais c'est tellement partagé, tellement attendu qu'on est obligé de faire un zoom par particulier là-dessus parce que c'est la condition de l'emploi. Alors, Monsieur Zaros, pour ce mandat qui démarre, quels sont vos défis et vos priorités? Alors, la première priorité, à mon sens, hein, c'est effectivement de continuer ce que nous savons faire et ce que nous savons faire de mieux et qui, en fait, correspond à une réalité. Mais il ne faut pas oublier, et je crois qu'il est important que les nouveaux élus, parce que sur 43 maires que nous étions hier, il y en a 19 de nouveaux. Et donc, dans un premier temps, il faut faire en sorte que ces 19 nouveaux élus adhèrent effectivement, connaissent un petit peu ce qui se fait ou ce qui s'est fait, ce qui marche et ce qui marche moins, et puis de les amener à effectivement avoir cette lueur de travailler effectivement sur l'emploi et la formation et qui sachent pourquoi on les amène sur ces sentiers-là. Je crois il faut les associer dans un premier temps, ça c'est très important, sinon on loupe des choses. Ensuite, c'est de continuer à travailler avec les outils que nous avons. Vous savez, quand on travaille sur les outils tels que les zones d'activité, les pépinières d'entreprise, nous avons aussi mis en route un incubateur d'entreprise. Donc, à partir, enfin, d'accompagner des idées. Montrer effectivement aux élus que tous ces outils-là sont importants et que tous ces outils-là, effectivement, contribuent à la reconnaissance des entreprises elles-mêmes, puisqu'elles voient effectivement que le PCI se mobilise pour elles avec les outils qu'elle met à leur disposition. Et je crois que c'est ce lien global, là, effectivement, qui est le garant de la réussite de demain. Il me semble en tout cas que par rapport à ça, il y a aussi une question qui a été posée tout à l'heure des moyens. On sait aujourd'hui que l'un des moyens qui était utilisé à la main des collectivités était celui du Fonds social européen, ou en tout cas de la capacité à mobiliser ces fonds au bénéfice des territoires, puisque potentiellement on sait que les autres enveloppes, toutes les collectivités se retrouvent aujourd'hui avec des questions sur le bouclage budgétaire, en tout cas me semble-t-il, sauf si dans le sud-ouest, vous faites mieux, ce dont j'ai pas de doute. Mais en tout cas, ça reste quand même aujourd'hui un vrai sujet dans ce cadre-là, qui en plus était un sujet qui permettait de déployer des actions nouvelles, complémentaires, et en tout cas était un levier qui s'adaptait, pas directement déployé avec la définition je te donne 1 euro, mais tu dois faire très exactement ce que je te dis de faire avec ton euro. Et là-dessus, on arrive en fin de programmation. Et là aussi, il va falloir que l'ensemble du collectif national puisse s'assurer qu'au niveau français, on puisse pousser à maintenir le fait que ces financements dont on a besoin, parce que ce sont ceux de l'inventivité territoriale qui sont en jeu, soient à la hauteur des futures attentes sur les territoires pour continuer à pouvoir déployer, tester, organiser. Moi, j'aime à dire que j'ai un boulot qui est super cool parce que je vais apprendre toutes les bonnes idées sur les territoires et je reviens à Paris et je donne l'impression, en le racontant sur un autre territoire, que je sais plein de choses alors que je n'ai fait que récupérer les bonnes histoires de ce qui se passe sur l'ensemble du territoire national. C'est une façon de briller qui est assez sympathique et de pouvoir s'organiser dans ce cadre-là. Mais je pense quand même que sur les sujets d'emploi, d'insertion et de développement économique, on a un vrai enjeu parce qu'on donne l'impression que potentiellement ça va plutôt mieux, alors qu'il y a plein de sujets qui nous arrivent en face. On a parlé celui de l'IA, on a parlé de modifications sur d'autres sujets autour de l'emploi. Moi, je voudrais parler aussi de la transmission des entreprises, qui va être un futur grand sujet, parce que la population des dirigeants, en milieu agricole, en milieu industriel et en milieu tertiaire, vieillissent et ils vont devoir tous transmettre une part de leur activité.
et que le sujet de la transmission, c'est aussi un vrai sujet dans ce cadre-là. On a aussi le sujet des seniors, parce que à chaque fois, on parle des missions locales pour les jeunes, on parle de France Travail et ainsi de suite, mais on va travailler de plus en plus tard. D'ailleurs, je rappelle que à la prochaine modification de la loi sur les retraites, la période qui sera la plus longue d'activité, ce sera celle des seniors, et ce sera ni celle des jeunes qui vont jusqu'à 25 ans, ni celle de la population classique. Ce sont les seniors qui travailleront le plus longtemps. Et là-dessus, on a toute une série d'outils et de réflexions à apporter sur ces différents sujets. Voilà, je ne sais pas si vous partagez, messieurs, mais il me semble que ça peut être aussi quelques réflexions ou idées à apporter pour les prochaines années. Vous souhaitez réagir, messieurs? Moi, ce que évoque Oui. M. Darmois, c'est l'évolution du Oui, oui. contexte, quoi, hein. Donc, on est très dépendant de ce Oui. contexte-là. Mm. On voit bien les budgets se déplacer vers l'armement quand ils étaient sur des fonds européens, par exemple. Donc, c'est des vraies questions aussi. Après, il faut rester confiant sur nos capacités à agir, notamment sur nos territoires. On a des leviers qu'on a évoqués qui le permettent. Oui, si vous permettez, moi je suis un petit peu inquiet sur l'avenir. J'en veux pour preuve 3 ou 4 éléments. Le premier, c'est que si on regarde, on parle du monde des entreprises, eh bien, les aides auprès des entreprises pour la formation sont en train de diminuer. Quand on regarde aujourd'hui les enveloppes financières qu'ont nos régions pour effectivement construire ou rénover nos centres de formation, viennent d'être réduits de manière drastique. C'est divisé par 3 ou par 4. Ça veut dire effectivement qu'on ne prend pas en compte au niveau national l'avenir de nos jeunes. Et je terminerai par très prochainement, on va avoir effectivement certainement des discussions, des dialogues, des réflexions à mener. J'entends un peu parler de l'avenir avec les écoles. Je parle de l'école primaire dans les zones rurales. Et je sens arriver effectivement ce qu'on appellerait l'école territoriale qui serait un regroupement sur le plan rural des écoles et aussi peut-être la disparition de certains emplois et peut-être aussi le fait de toucher à l'efficience pédagogique qui est la nôtre aujourd'hui, qui est déjà un petit peu en péril, mais avec des classes qui aujourd'hui au milieu rural sont de moyenne 12 à 15 élèves et on va se retrouver demain avec 25 élèves, 28 élèves et là, on aura un vrai problème. Et je pense effectivement que nous sommes en train d'aller vers je dirais, dégradation de notre outil pédagogique, de nos outils pédagogiques, ne serait-ce que dans le primaire. Voilà, donc je suis quand même inquiet globalement sur la formation. Jérôme, je rebondis sur ce que vous disiez il y a 2 minutes sur la reprise transmission et rappeler que l'État et la région ont des outils qui sont mobilisables de manière locale pour répondre à ce défi majeur et sur lequel on a un peu du mal à s'engager. C'est pas forcément évident, mais il y a des outils à mobiliser. Je profite que vous l'évoquiez pour le rappeler. Et sur l'emploi senior, je rappelle qu'il y a eu une feuille de route nationale lancée par l'État l'année dernière, qui s'est déclinée en région avec des réflexions régionales après l'été 2025. Et que là aussi, il y a un ensemble d'outils, en tout cas de bonnes pratiques qui existent et qui peuvent inspirer les territoires. On a des ressources, on vous les repartagera sur le site de Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Je poursuis, je retends la main ou le micro à nos élus qui participent à ce webinaire. Si vous souhaitez prendre la parole, je vous invite à le faire. Vous êtes évidemment les bienvenus. Et je me retourne vers Monsieur Zaros et Monsieur Garrigou pour une dernière question, finalement, pour finir. Quel message vous souhaitez partager à celles et ceux qui vous écoutent pour faire en sorte que cette nouvelle période qui s'ouvre soit la plus vertueuse possible en matière d'emploi dans les territoires. Monsieur Zaros, qu'est-ce que vous avez envie de partager? Et Écoutez, j'attends des notes positives.
Il n'y a pas que des problèmes de Très financement. positif. Non, non, mais je vais être positif, il n'y a aucun souci. Déjà bien connaître son territoire et déceler les forces et faiblesses, c'est la première chose qu'il doit faire. J'en veux pour exemple, chez nous, je vous ai parlé de sous-qualification sur notre territoire, et elle est réelle, elle est 6 points inférieure à la moyenne aquitaine. Parler de nos forces aussi, hein, puisque sur Val-de-Garonne, agglomération, nous avons 6% d'entreprises industrielles, mais elles représentent 25% des salariés. Donc là aussi, on est pas, on est au-dessus de la moyenne nationale et régionale. Donc bien connaître son tissu territorial, mener des actions en adéquation avec tous les acteurs, c'est-à-dire la coopération est essentielle parce que c'est la crédibilité que nous pouvons, nous les élus, avoir de tous les acteurs locaux. Et j'en veux pour preuve que lorsqu'on fait un salon de l'emploi à Marmande ou à Tonneins, chaque année nous varions effectivement les lieux. Quel plaisir de voir effectivement les entreprises répondre en masse à notre sollicitation pour effectivement être présents. Et quelle fierté nous avons effectivement d'avoir tous les collèges, tous, sans plus de 1000 élèves qui viennent nous voir, rencontrer ces entreprises. Et effectivement, c'est cette reconnaissance-là, effectivement, qui me semble effectivement être primordiale pour nos territoires. Monsieur Garrigou, M. votre mot Zaros de la fin, quels sont les M. messages clés? M. Zaros a tout dit et bien dit. Nous sommes le 18 juin, donc moi j'ai envie de lancer un appel à la mobilisation et à l'enthousiasme. On a, dans notre rôle d'élu, à la place qui est la nôtre sur le développement économique et l'emploi, on est au carrefour de tout ce qui fait la vie, quoi. Donc, si nous, on n'est pas enthousiaste, dynamique, si on n'arrive pas à faire partager ça par nos équipes, on va perdre des chances de développer tout cela. Donc, je retiens essentiellement ça. Mais oui, il faut connaître son écosystème, connaître des acteurs, les apprécier, les mobiliser. Et le pire n'est jamais sûr. Jérôme Dormois, votre dernier mot? Je vais en retenir deux. D'abord, un petit mot de notre président Johan David qui vient de faire une observation, c'est que les élus avancent parce qu'ils travaillent ensemble. Et je pense que là-dessus, vous en avez parlé aussi, surtout dans cette période post-électorale avec plein d'élus nouveaux qui sont arrivés. C'est à la fois des forces nouvelles, vives, des forces différentes, mais qui doivent aussi être accompagnées, acclimatées, informées. Et là-dessus, avoir de l'aide sur le sujet, à repérer et à ne pas remettre quelques mois, potentiellement plus longtemps, à redécouvrir, ou en tout cas à découvrir ce qui peut être fait, comment ça peut être fait. Et là-dessus, je pense que c'est important que ces échanges, après ça, chacun sur son territoire, en fonction de ses spécificités, en fera ce qu'il souhaite, mais avec un élément qui est quand même important sur le sujet, c'est de savoir qu'ils ont quand même beaucoup de leviers dans ce cadre-là, alors que ça ne fait pas partie des premières compétences sur lesquelles l'ensemble de leurs équipes va obligatoirement venir les alerter ou les informer ou les questionner sur les premières décisions à prendre en termes d'activité. Le deuxième sujet qui sera plus positif que celui que j'ai posé tout à l'heure, c'est celui du verdissement de l'économie, de la partie écologique, de la partie recyclage, cycle de vie de ce qu'on consomme et de ce qu'on déploie. Je pense que là-dessus, on va découvrir plein de métiers, plein de nouvelles activités, plein de compétences. Et notre tissu économique de TPE, PME pourra aussi être force de proposition dans ce cadre-là et sans doute nous aider à inventer d'autres activités qui vont nécessiter tout ce dont on a parlé, la découverte par les jeunes en milieu scolaire, sur lequel, en plus, ces jeunes générations sont quand même particulièrement à l'écoute de ces sujets écologiques, de réutilisation, de réemploi, d'activités sur le sujet. Et si on veut les embarquer avec nous, ils veulent aussi trouver du sens dans l'activité professionnelle qu'ils mènent. Et là-dessus, tout l'intérêt pourrait être posé dans ce cadre-là. Et puis, je reviens, mon sujet, mon dada, l'achat responsable. On a parlé de l'obligation sociale, mais je rappelle que 100% des marchés publics
des collectivités devront avoir une considération environnementale. Et on ne va pas tous se mettre à comptabiliser des tonnes de CO2. Il va falloir aussi qu'on ait des actions réelles à déployer dans le cadre de ces activités. Et là-dessus, ça va permettre sans doute de développer, de réfléchir, d'innover sur des solutions, sur des réflexions qui, là aussi, pourront être intéressantes parce que ça veut dire on va acheter plus proche, moins de mobilité, moins de grandes distances, de la meilleure qualité, du plus durable et du mieux organisé dans ce cadre-là, mais qui, pour le coup, nécessiteront de continuer aussi à upgrader. Puis on voit qu'il fait un tout petit peu chaud aujourd'hui. En tout cas, moi, je trouve qu'il fait très bon dans votre région en France. Et là-dessus, il va falloir qu'on œuvre à améliorer la qualité de nos logements, de nos bureaux, les aider à se développer et à mieux répondre à cet enjeu pour qu'on puisse continuer à survivre par des températures doucement très, très, très chaudes. Merci Jérôme pour ces perspectives positives. On voit qu'il y a d'ores et déjà des opportunités et des perspectives positives pour développer de l'emploi dans les territoires. Avant de conclure, moi je voudrais reprendre 5 mots-clés que j'ai entendus et qui racontent la posture et la fonction de l'élu. J'ai entendu animateur, pilote, assemblier, et puis des postures qui font écho à des métiers, couturier et plombier. Voilà, ça peut donner à voir le job d'élu local en matière d'élus. J'espère que ça va inspirer toutes celles et ceux qui nous écoutent. Donc, nous arrivons désormais à la fin de ce webinaire. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce temps. Un grand merci à vous trois pour vos propos, la clarté de vos propos et aussi votre disponibilité. On sait que votre temps est compté. Juste avant de vous quitter, un mot sur les suites de ce webinaire et sur nos prochains événements ou prochaines ressources susceptibles de vous intéresser. La suite de ce webinaire, vous allez d'abord recevoir en début de semaine prochaine un questionnaire de satisfaction que nous vous invitons à renseigner. C'est toujours utile pour nous afin d'améliorer nos actions. Et puis, dans quelques jours, quelques semaines, vous serez destinataire d'un article analytique avec le replay de ce webinaire et les ressources que je vous invite à partager dans vos réseaux respectifs. Un mot sur les prochains événements sur l'emploi. À l'automne prochain, PQNA organise 3 journées d'ateliers intitulés « Comprendre les déterminants de l'insertion professionnelle des jeunes pour repenser l'action locale ». Cette animation va se traduire par l'organisation de 3 journées d'ateliers en présentiel, décentralisées dans la région, afin vraiment de mobiliser au mieux les équipes projets emploi. Vous trouverez des éléments, je crois, dans la discussion de ce webinaire. Pour finir, donc, je vous invite à vous rendre sur le site de Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Vous pourrez y consulter un ensemble de ressources utiles pour la suite dans vos pratiques d'élus et de techniciens. Et je vous invite, je vous rappelle également, que vous pouvez vous abonner à nos newsletters thématiques. Le lien est dans le chat. Merci encore et je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes sur l'emploi. Bonne fin de journée. Soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.